La pluie frappe doucement contre les vitres du vieux manoir, tandis qu'une bougie solitaire vacille dans l'ombre. Quelque chose d'indicible flotte dans l'air, un secret, peut-être, ou un remords. Ce soir, les murs semblent écouter, et chaque silence a le poids d'une vérité enfouie. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire, et quelle heure y est-il chez toi, prête? Entrons dans l'histoire. Ce fut par un matin d'automne, alors que le brouillard s'étirait paresseusement sur les toits de Londres, que Poirot reçut une lettre cachetée d'un sceau d'un autre âge. Le papier, d'un blanc ivoire, portait un blason finement gravé, celui des Harcourt. Je lus par-dessus son épaule, curieux comme à l'accoutumée. Mon cher monsieur Poirot, si vos affaires vous le permettent, je vous serai reconnaissant de bien vouloir honorer de votre présence ma demeure de Seaford Hall, dans le Dorset. Ce ne serait point une simple visite de courtoisie. Certaines ombres du passé exigent, hélas, la clarté de votre esprit légendaire. Signé, Sir Adrian Harcourt. Voilà une missive d'un ton fort cérémonieux, dis-je. Poirot hocha lentement la tête. Trop cérémonieux, mon ami. Quand une invitation est ainsi pesée, il y a, comment dirais-je, un parfum de nécessité caché derrière la politesse. Je m'exclamais que l'air marin du Dorset serait, quant à moi, le bienvenu. Après tant de semaines de brouillard londonien, une promenade sur la côte me paraissait un rêve. Poirot, lui, demeurait songeur, les sourcils froncés. Nous irons, Hastings, mais prenez garde. Les invitations trop polies cachent souvent des secrets qui ne le sont pas. Et sur ces mots, il glissa la lettre dans la poche intérieure de sa veste, comme on enferme un mystère encore chaud. Le train quittait lentement la gare de Waterloo, et je me pris d'une joie presque enfantine à regarder défiler les faubourgs de Londres. Poirot, installé face à moi, examinait un journal sans vraiment le lire. Je le connaissais trop bien pour ignorer que son esprit travaillait déjà. « Vous rêvez, mon ami », fit-il soudain sans lever les yeux. « Je songe simplement à la mer, à la brume sur les falaises, » répondis-je. « Et moi, je songe aux raisons pour lesquelles un ancien magistrat, veuf et retiré du monde, éprouverait le besoin d'inviter un détective à séjourner chez lui. Au dehors, le ciel se chargeait d'un gris épais. Les champs se noyaient sous une pluie fine, et les bois prenaient des allures de silhouettes fantomatiques. Je sentis poindre en moi cette étrange appréhension que j'éprouvais toujours avant les affaires de mon ami. Un pressentiment d'orage moral. Poirot replia son journal avec méthode. Le Dorset, Hastings, a vu plus de crimes que les romans ne veulent au bien l'admettre. Nous allons peut-être y rallumer une flamme que d'autres croyaient éteinte. Je souris, sans trop comprendre, tandis que le train filait vers la côte balayée de vent. Nous arrivâmes en fin d'après-midi à Seaford Hall, vaste bâtisse victorienne posée sur une éminence dominant la mer. La pluie tombait en diagonale, chassée par un vent brutal. Le manoir semblait vieux de plusieurs siècles, bien qu'il n'en eût qu'à peine 100. Un majordome aux cheveux d'argent nous accueillit, l'air grave, et nous mena dans un hall où trônait un immense escalier de chêne. Les portraits sévères des ancêtres Harcourt nous fixaient comme s'ils pesaient nos intentions. Poirot, impeccablement sec malgré l'averse, observait les lieux d'un œil perçant. Notez, Hastings, cette symétrie. Tout ici est ordonné, mesuré. Et pourtant l'atmosphère ne l'est point. Je partageais son trouble. Il y avait dans cette demeure quelque chose d'immobile, comme si le temps lui-même s'y était arrêté. Dans le jardin, les roseraies paraissaient mortes, les pétales collés de pluie. Un endroit parfait pour les souvenirs, murmura Poirot. Et les souvenirs, mon ami, sont les plus dangereux des invités.
Nous fûmes introduits dans nos chambres respectives. Par la fenêtre, j'aperçus la silhouette d'une petite chapelle attenante, à demi dissimulée derrière un nif. Une lueur vacillante y brillait déjà. La nuit s'abattit d'un seul coup. Le vent mugissait, la pluie fouettait les vitres. Tandis que je tentais de fermer les volets récalcitrants, mon regard fut attiré par cette chapelle, aperçue plus tôt. Une lumière y brûlait toujours, mince et stable, malgré les bourrasques. Intrigué, je descendis rejoindre Poirot, qui sirotait une tisane au coin du feu. « Mon cher, dis-je, voilà une curiosité. Il y a là-bas une bougie qui résiste au vent, comme si quelque main invisible la protégeait. » Poirot leva lentement les yeux. « Une bougie? Voilà qui est fort intéressant. Une lumière qui refuse de s'éteindre sous la tempête. Cela, Hastings, n'est jamais anodin. » Sans attendre, il saisit son manteau et ouvrit la porte d'un geste calme. « Prenez votre parapluie, suggérai-je. Inutile. Quand le vent souffle trop fort, il vaut mieux lui faire face que lutter contre lui. Et c'est ainsi que, sous la pluie battante, mon ami avança vers la chapelle, silhouette rigide, minuscule et obstinée, tandis que la flamme, au loin, paraissait l'attendre. Je le rejoignis un instant plus tard. La bougie brûlait, immobile, comme abritée par une force invisible. Poirot la contempla longuement, les mains jointes derrière le dos. « Il y a là, murmura-t-il, une volonté plus forte que le hasard. » Je sentis un frisson me parcourir, sans savoir pourquoi. Tout semblait paisible, et pourtant, dans l'air saturé d'humidité, flottait quelque chose d'inexplicable. « Hastings, dit Poirot enfin, ce week-end ne sera pas ordinaire. » Et la flamme, fidèle à son mystère, continua de brûler, indifférente à la tempête et au temps. À peine avions-nous franchi le seuil de Seaford Hall qu'un homme d'une prestance remarquable s'avança vers nous. Sir Adrian Harcourt, large d'épaules, portait sur son visage les marques d'une vie à la fois disciplinée et tourmentée. Son regard, d'un bleu terne, oscillait entre la bienveillance de l'hôte et une inquiétude mal contenue. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings, soyez les bienvenus. » Sa voix, grave et mesurée, trahissait un effort de maîtrise. Il nous serra la main avec chaleur, mais je perçus dans le tremblement de ses doigts une tension dissimulée. Poirot, attentif comme toujours, s'inclina légèrement. « C'est un honneur, Sir Adrian. Vous avez là une demeure bien singulière. » L'ancien magistrat esquissa un sourire pâle. « Singulière, oui, mais les vieilles pierres gardent parfois de lourds souvenirs. » Je n'y pris pas garde sur l'instant, mais Poirot, lui, releva la phrase comme un homme qui vient d'entendre le premier fil d'une énigme. Nous fûmes ensuite présentés à la fille de notre hôte, Mademoiselle Eleanor Harcourt, une jeune femme d'une grâce fragile, vêtue avec sobriété, dont le regard clair semblait flotter entre la mélancolie et la prière. Elle nous accueillit avec douceur, mais son sourire paraissait contraint, presque douloureux. « Je suis heureuse de vous rencontrer, » dit-elle d'une voix calme. « Père m'a beaucoup parlé de vos enquêtes, monsieur Poirot. » Poirot s'inclina avec respect. « Mademoiselle, la vérité est une invitée que j'essaie toujours d'honorer. » Ses joues se colorèrent légèrement. Je fus frappé par la lenteur de ses gestes, comme si chaque mouvement exigeait d'elle un effort. Il y avait dans ses yeux une lassitude ancienne, et dans son maintien quelque chose d'une religieuse, pieuse, résignée, presque absente. Je ne pouvais deviner alors que cette douceur fragile cachait une douleur plus profonde que toutes les tempêtes. Parmi les invités, un homme mince à la moustache fine s'approcha, la main tendue, mais le regard fuyant. C'était le docteur Malcolm Reeve, médecin de famille,
et ami, proche des Harcourt. Un plaisir, murmura-t-il, d'une voix hésitante. Poirot lui serra la main, sans le quitter des yeux, observant sa nervosité palpable. Le docteur évitait tout contact visuel, comme s'il craignait qu'un regard trop direct trahisse une pensée cachée. « Vous paraissez fatigué, docteur, » remarqua Poirot avec douceur. « Les affaires de santé doivent être exigeantes dans une maison comme celle-ci. » Rive eut un léger rire étouffé. « Les morts, monsieur Poirot, sont souvent plus faciles à soigner que les vivants. » Je crus à une mauvaise plaisanterie, mais Poirot demeura pensif, songeant, sans doute, que les vivants aussi savent dissimuler leurs blessures. Un peu en retrait, se tenait une femme discrète, d'âge incertain, les mains jointes devant elle. On nous la présenta comme Madame Clara Finch, dame de compagnie d'Éléanore. Sa voix douce, presque effacée, semblait venir de loin. « J'espère que votre voyage n'a pas été trop éprouvant, » dit-elle. Avant que je n'aie eu le temps de répondre, un jeune homme élégant s'interposa avec vivacité. « Ma chère Clara, vous avez l'art de vous inquiéter pour tout le monde. » C'était Andrew Lysander, le neveu de sœur Adriane, un homme charmant, volubile, mais dont les yeux brillaient d'une impatience contenue. Il parlait vite, riait fort et observait son oncle avec une attention que je trouvais intéressée. Poirot, quant à lui, le jaugea brièvement. Voilà un jeune homme qui, s'il ne possède pas encore l'héritage, en a déjà l'attitude, me souffla-t-il à voix basse. Clara Finch, elle, se replia aussitôt dans le silence, comme si la simple présence d'Andrew la glaçait, et je perçus, pour la première fois, un frisson d'hostilité dans cette maison, où la politesse n'était qu'un vernis. Enfin, on nous présenta Madame Wetherby, voisine et amie de longue date des Harcourt. Une femme au regard vif, vêtue d'un châle violet, qui parlait avec conviction d'ondes et de présences invisibles. « Cette maison, dit-elle, conserve les voix de ceux qui l'ont habitée. Certaines nuits, je les entends prier dans la chapelle. Sœur Adriane toussa sèchement. Des sornettes, ma chère. » Mais Madame Wetherby sourit mystérieusement. Peut-être, ou peut-être que les morts refusent simplement d'être oubliés. Poirot, silencieux, prit note de cette phrase comme d'une vérité à double tranchant. Le dîner s'acheva dans une atmosphère feutrée, mais pleine de sous-entendus. Chacun paraissait jouer un rôle précis, comme dans une pièce répétée trop souvent. Les mots étaient polis, mais les silences, eux, criaient. Je surpris le regard d'Éléanore, se troubler lorsqu'une allusion fut faite à l'incendie d'il y a 10 ans. Un simple mot, et son visage se ferma, comme une porte claquée dans la nuit. Poirot, sans rien dire, l'observa longuement. « Vous sentez, Hastings, » murmura-t-il enfin. « Quoi donc, mon cher ? Une maison où l'on cache un secret a toujours la même odeur, celle de la peur. » Je n'eus pas le temps de répondre. Au loin, dans la chapelle, une lueur vacilla de nouveau, et cette flamme, obstinée, semblait guetter notre arrivée. La nuit s'abattit sur Seaford Hall avec une brutalité que je n'avais pas connue depuis longtemps. Le vent hurlait à travers les arbres, et la pluie battait les vitres avec une persistance presque furieuse. Dans le grand salon, les chandelles vacillaient, projetant sur les murs des ombres fuyantes qui semblaient s'animer au rythme du tonnerre. Sœur Adriane, déjà lasse, s'était retirée tôt. Les invités parlaient à voix basse, comme si l'orage eût interdit les conversations légères. Éléanore, assise près du feu, regardait les flammes sans les voir. Sa pâleur tranchait avec la chaleur du foyer. Je m'approchai pour rompre ce silence pesant. « L'air marin se déchaîne ce soir, » dis-je en cherchant à sourire. Elle ne répondit pas d'abord. Puis d'une voix lointaine, elle murmura
Ce n'est pas le vent que j'entends, capitaine. Ce sont les âmes que la tempête réveille. Lorsque le tonnerre s'éloigna un instant, elle se tourna vers moi, les mains jointes sur ses genoux. Son regard brillait d'une étrange intensité. « Vous avez remarqué, n'est-ce pas, la bougie dans la chapelle ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondis-je. « Elle brûle sans faiblir, même sous la pluie. » Elle hocha lentement la tête. « Elle brûle pour ma sœur, Catherine. Elle est morte ici, dans l'incendie du pavillon d'été. Il y a 10 ans. J'étais encore une enfant, mais je me souviens du feu, du cri, de la fumée. Depuis, je fais brûler cette bougie. » Je demeurai silencieux. Sa voix tremblait, mais elle poursuivit avec obstination. « C'est la seule chose qui me relie encore à elle. Parfois, je me dis qu'elle sent la flamme, là où elle est. » Je lui adressai quelques paroles de compassion maladroites, mais Poirot, qui écoutait à distance, n'en perdit pas une syllabe. Ses yeux luisaient doucement, comme s'il voyait déjà derrière ce souvenir un mystère plus vaste. Éléanore se leva et s'approcha de la fenêtre. La pluie redoublait, ruisselant contre les vitres en longues traînées d'argent. « Vous ne me croirez pas, capitaine Hastings, » dit-elle doucement, « mais cette flamme, elle se rallume toujours, même lorsque je l'éteins de mes propres mains. Je crus d'abord à une figure poétique, mais son visage ne trahissait aucune exagération. Elle parlait avec la gravité d'un témoin. Il y a quelques semaines, j'ai voulu y mettre fin. J'ai éteint la bougie, je l'ai même enlevée de son chandelier. Le lendemain matin, elle brûlait de nouveau. J'ai cru perdre la raison. Je n'eus pas le courage de lui dire ce que j'en pensais. Je sentais seulement, dans le tremblement de sa voix, la peur sincère d'une femme qui se croit poursuivie par le passé. Poirot s'avança alors, très calmement. « Mademoiselle, dit-il avec douceur, lorsqu'une flamme refuse de mourir, il n'est pas rare qu'une main, bien vivante, veille à la maintenir. » Éléanore détourna le regard, et ses lèvres murmurèrent une prière muette. Poirot, fidèle à lui-même, ne montra aucune émotion. Il remercia Éléanore avec une courtoisie parfaite, puis, lorsque nous fûmes seuls, se contenta de hausser un sourcil. « Vous pensez qu'elle invente ?» demandai-je. « Non, non, Hastings. Les gens inventent rarement le surnaturel, ils le subissent. » Il resta pensif un moment, puis ajouta « Je ne crois point aux revenants, mais je crois à l'habileté de ceux qui savent en profiter. Une flamme qui se rallume seule, voilà qui sent l'artifice, le mécanisme, le calcul. » Il tapota sa moustache d'un geste satisfait. « Ce phénomène, mon ami, n'a rien de mystique. Il cache seulement une main humaine. Et celle-là, je la trouverai. » Je lui répondis qu'il y avait peut-être des choses que la raison n'expliquait pas. Il sourit. « Eh bien, demain, nous verrons si la raison a besoin d'une bougie pour s'éclairer. » Lorsque la maison s'endormit enfin, le vent avait faibli. Dans le couloir, les portraits semblaient nous suivre du regard. Poirot s'arrêta près de la fenêtre, observa la chapelle lointaine, puis dit simplement « Demain, Hastings, nous irons examiner cette flamme. Je veux savoir quelle vérité brûle sous ce symbole. » Je crus percevoir dans sa voix un mélange de curiosité et de gravité rare, même pour lui. La pluie s'était tue. Au loin, la mer grondait faiblement, comme si elle aussi attendait le jour pour révéler ses secrets. Le dîner se tint dans la vaste salle à manger, dont les murs chargés de portraits semblaient écouter. La table, éclairée par des chandeliers vacillants, brillait de cristal et d'argenterie. Pourtant, sous cet éclat apparent, régnait une tension presque palpable. Les convives parlaient de tout et de rien, du temps, des récoltes, d'un bal à venir, mais chaque mot sonnait faux,
comme un air répété par cœur. Andrew Lysander, le neveu, s'efforçait de plaisanter, trop bruyamment. Clara Finch, elle, restait muette, le regard fixé sur son assiette. Le docteur Reeve paraissait distrait, répondant machinalement aux questions que Sir Adrians lui posait. Eleanor, pâle et raide, observait son père avec une tendresse mêlée d'appréhension. Quant à Poirot, il demeurait étrangement silencieux, la tête légèrement penchée, comme s'il étudiait un tableau invisible. Je sentais que chacun portait un secret, et que ce repas, sous ses airs mondains, n'était qu'une fragile trêve. « Voilà, Hastings », me glissa Poirot à mi-voix. « Une compagnie où les couteaux sont polis, mais les intentions, bien moins. » Le dessert venait d'être servi lorsque Sir Adrian, posant sa fourchette, prit la parole d'un ton calme mais solennel. « Mes amis, dit-il, je crois qu'il est temps de dissiper quelques incertitudes concernant mon testament. » Le silence s'abattit, aussitôt. Même le vent sembla suspendre son souffle contre les vitres. « J'ai décidé, poursuivit-il, que Seaford Hall reviendra intégralement à ma fille Eleanor. Andrew, vous hériterez d'une rente confortable, mais la maison doit rester entre des mains que je sais droites. » Andrew Lysander se figea. Ses lèvres esquissèrent un sourire forcé, mais ses yeux, eux, brûlaient d'un éclat froid. Madame Wetherby leva discrètement un sourcil intéressé. Clara Finch baissa la tête. « Mon cher oncle, » fit Andrew avec un rire nerveux, « vous êtes sûr que c'est bien réfléchi. Eleanor n'aime guère ce genre de responsabilité. » Sir Adrian répliqua d'une voix ferme. « Ma décision est prise. » L'air se chargea d'une tension muette. Poirot, immobile, observait tour à tour chaque visage. Un juge silencieux, parmi des acteurs contraints. Pour rompre le malaise, le docteur Reeve leva son verre. « À votre santé, Sir Adrian, » dit-il d'un ton que je trouvais trop appuyé. « Puissiez-vous jouir encore longtemps de votre sagesse et de votre demeure. » Sir Adrian répondit d'un signe de tête et saisit la coupe de Porto que le médecin lui tendait. Je remarquai que sa main tremblait légèrement, sans doute sous l'effet de l'émotion ou de la fatigue. Eleanor détourna le regard. Andrew, lui, fixait la scène avec une ironie glacée. « Allons, mon ami, buvez !» insista le docteur, le sourire aux lèvres. Sir Adrian porta la coupe à ses lèvres et but d'un trait. Poirot, observant la main du médecin, sembla retenir une remarque. Quelques instants plus tard, le tonnerre gronda au loin, prélude à un drame que nul ne voulait encore nommer. Le coup de tonnerre éclata presque au même instant que le cri d'Eleanor. Sir Adrian venait de s'effondrer, la tête renversée en arrière, la coupe encore, à demi pleine dans sa main, crispée. Je bondis de ma chaise, tandis que le docteur Reeve accourait. « Mon Dieu, Sir Adrian !» Eleanor se précipita, les yeux fous d'effroi, mais Poirot l'arrêta d'un geste doux. « Laissez, mademoiselle. » Le médecin pencha l'oreille sur la poitrine du vieil homme, puis leva vers nous un visage grave. « Il est mort. » Le mot tomba, sec, irrévocable. Dehors, la tempête redoublait. Clara Finch sanglotait doucement. Madame Wetherby, pâle mais fascinée, murmurait quelque chose sur l'âme qui quitte le corps. Poirot, lui, s'était accroupi, à côté du fauteuil. Ses yeux brillaient d'une attention aiguë. Il ne dit rien, mais je vis ses narines frémir légèrement, comme s'il avait perçu un parfum inhabituel. À cet instant, j'eus la certitude que, pour lui, la mort de Sir Adrian n'avait rien d'un hasard. Quelques minutes plus tard, le docteur Reeve, essuyant son front, déclara d'une voix grave « C'est un infarctus foudroyant. Le cœur, il n'a pas résisté. Personne ne contesta. » Eleanor pleurait en silence. Andrew, blême, fixait le sol
avec une intensité étrange. Pourtant, quelque chose dans la précipitation du diagnostic troubla Poirot. Il resta immobile, les mains croisées, observant chaque geste du médecin. « Vous en êtes sûr ?» demanda-t-il enfin d'un ton paisible. « Absolument, » répondit Reeve. « Je connais ce genre de mort. » Poirot hocha la tête sans commentaire. « Oui, je n'en doute pas, docteur. Vous connaissez ce genre de mort. » Le regard du médecin vacilla imperceptiblement. Lorsque le corps fut recouvert d'un drap, un silence presque religieux envahit la pièce. La tempête s'était apaisée, mais une autre, plus sourde, semblait gronder dans les cœurs. Poirot resta seul un instant près du fauteuil vide. Il inspira profondément, fronça les sourcils. « Lavande, » murmura-t-il. Je crus mal entendre. « Pardon. Une odeur de lavande, mon ami, comme celle d'une bougie parfumée. » Et tandis qu'il jetait un dernier regard vers la fenêtre où luisait faiblement la chapelle, il ajouta « La flamme brûle toujours, et elle nous dira pourquoi. » Au petit matin, Seaford Hall semblait vidé de son souffle. La pluie fine tombait avec lenteur, s'infiltrant dans les pierres, et le silence de la maison pesait comme un voile de plomb. Les serviteurs se déplaçaient à pas feutrés, évitant de se croiser du regard. L'air, chargé d'humidité, avait cette odeur si particulière des lendemains de mort. Poirot, toujours méticuleux, observait le hall comme s'il y cherchait les traces d'un passage invisible. Le crime, Hastings, laisse toujours un parfum après lui, dit-il doucement. Pas celui du sang, mais celui du désordre moral. Je frissonnais. Tout, ici, semblait arrêté. L'horloge du vestibule s'était tue dans la nuit, et même la flamme du foyer s'était éteinte. Seule, quelque part, une bougie brûlait encore, comme si elle refusait d'accepter la disparition de son maître. Lorsque je le rejoignis dans sa chambre, Poirot tenait, entre ses doigts, une enveloppe ivoire, sans sceau, glissée sous sa porte dans la nuit. « Voyez, mon ami, » dit-il, « un message ou un aveu. » Il en sortit un feuillet plié avec soin. Une écriture élégante, féminine, y avait tracé ces mots. « La bougie sait la vérité. » Je levai les yeux, stupéfait. Une plaisanterie macabre? Non, Hastings, une âme qui souffre et qui cherche à parler sans être vue. Il posa la lettre sur la table, la contempla longuement. La vérité, voyez-vous, ne se cache jamais très loin de la lumière. Puis, se penchant légèrement, il ajouta « Et s'il était question d'une bougie, il est probable qu'elle éclaire bien plus qu'un souvenir pieux. » Poirot demanda que le corps de sœur Adriane soit brièvement examiné avant toute mise en bière. Le docteur Reeve, contrarié, tenta de s'y opposer, mais mon ami insista d'une voix calme et ferme. « Je ne doute pas de vos compétences, docteur, mais le bon sens m'ordonne de vérifier quelques détails. » Lorsque le drap fut soulevé, l'air sembla se figer. Poirot s'approcha lentement, observant chaque trait du visage du défunt. Ses lèvres, légèrement bleutées, son teint cireux et les traces fines près des ongles trahissaient, à ses yeux, autre chose qu'une simple défaillance du cœur. « Regardez, Hastings, les muscles des mains sont contractés, la pupille légèrement dilatée, et voyez cette nuance sous la peau. Un poison, très subtil, probablement administré dans le vin. Je déglutis péniblement. Mais le docteur n'a rien remarqué. Poirot sourit sans joie. Les yeux qui refusent de voir sont, souvent, ceux qui savent déjà. Il referma doucement le drap sur le visage du vieil homme. Quelqu'un a voulu que cette mort paraisse naturelle, et c'est là, mon ami, la marque du vrai crime. Poirot monta ensuite à l'étage pour voir Eleanor. Il frappa plusieurs fois à sa porte sans réponse. Ce fut une voix tremblée,
à peine audible, qui finit par lui répondre à travers le bois. « Je ne veux voir personne, je l'entends encore marcher dans le couloir. Mon père, sa canne ?» Poirot resta un moment sans parler, puis avec cette douceur qui lui était propre. « Mademoiselle, il n'est plus ici. Ce que vous entendez, c'est votre peur, non ses pas. » Mais la porte demeura close. Quand il redescendit, il me confia. « Cette maison, Hastings, est gouvernée par la peur. Elle circule comme un parfum dans chaque pièce. Elle étouffe la raison. Elle nourrit le silence. Et c'est dans ce silence que le mensonge prospère. » Nous retrouvâmes le docteur Reeve dans la bibliothèque. Il feignait de classer des papiers, mais ses mains tremblaient. « Quelle triste affaire, » murmura-t-il. « Un cœur fatigué, voilà tout. » Poirot, immobile, répondit poliment. « Vous êtes bien prompt à conclure, docteur. Le cœur, dites-vous. » « Oui, mais un cœur troublé peut cacher bien des choses. » Le médecin se raidit, cherchant à détourner la conversation. « Vous doutez de ma parole ? Jamais d'un médecin, mais toujours d'un diagnostic trop rapide. » Un silence lourd s'installa. Reeve évita le regard de Poirot. Ses doigts froissaient nerveusement un mouchoir, et je crus y sentir une odeur de lavande. Poirot, lui, ne dit rien, mais je vis briller dans ses yeux ce petit éclat qui, chez lui, annonçait une piste. En sortant dans le couloir, je surpris Clara Finch près de la salle à manger. Elle semblait bouleversée. Ses mains tremblaient tandis qu'elle dissimulait dans sa poche un petit objet métallique que je crus deviner être une clé. Lorsqu'elle aperçut ma présence, elle porta soudain son mouchoir à son visage et se mit à pleurer. « Pardon, capitaine, je ne peux pas. » Elle s'enfuit presque, laissant derrière elle un léger tintement de métal. J'eus le pressentiment qu'elle venait de cacher un secret qu'elle n'avait plus la force de porter. La pluie avait repris lorsque Poirot m'invita à l'accompagner jusqu'à la chapelle. L'air y était froid, presque sacré. Et pourtant, au milieu de la pénombre, la bougie brûlait toujours, droite, immobile, comme si le vent l'ignorait. Poirot s'inclina légèrement devant la flamme. « Voyez, Hastings, elle défie la pluie, le temps et la raison. Une simple coïncidence, peut-être ?» Il secoua la tête. « Non, cette lumière n'éclaire pas Dieu, mais la conscience des hommes. Et quelque part ici, quelqu'un brûle de peur qu'elle s'éteigne. » Le lendemain matin, Poirot demanda à sœur Adriane, ou plutôt à sa mémoire, l'autorisation de rouvrir un vieux dossier. Grâce à l'aide du greffier local, il obtint les archives concernant l'incendie du pavillon d'été survenu 10 ans plus tôt. Les papiers, jaunis, portaient encore l'odeur du temps et du tabac froid. Nous nous installâmes dans la bibliothèque, et Poirot se mit à examiner les rapports de police, ligne après ligne, comme un horloger démontant un mécanisme délicat. « Regardez, Hastings, » dit-il en tapotant le dossier, « tout ici respire la précipitation. Une mort tragique, un incendie, un coupable tout désigné, un feu de cheminée mal éteint, et pourtant, » ses yeux gris s'attardèrent sur un passage souligné. Aucune trace du corps n'a été formellement identifiée. « Tiens donc, » murmura-t-il, « on a déclaré la mort d'une jeune femme sans certitude absolue. Voilà qui, pour la police, suffisait. Mais pour Poirot, non. Je le vis sourire légèrement. Le passé, pour lui, n'était jamais clos. C'était une énigme suspendue, attendant qu'un esprit méticuleux daigne la ressusciter. Pendant que Poirot poursuivait ses recherches, je me perdis dans un vieil album trouvé sur la table. Les pages craquaient sous mes doigts. On y voyait la famille Harcourt avant le drame. Sœur Adriane, droit et fière. Éléanore, timide et pâle. Et surtout, Catherine, la cadette. Je m'arrêtai longuement sur sa photographie. Elle souriait, légère.
presque insouciante. Ses yeux semblaient animés d'une flamme vive, celle qu'on ne voit que chez les âmes, promises à une fin précoce. « Elle paraît si vivante, » dis-je à Poirot. « Il est difficile de croire qu'elle a péri dans un incendie. »« Peut-être, mon ami, parce que certains visages refusent de mourir, » répondit-il, sans lever la tête. Je refermai l'album, troublé. Dans la lumière grise du matin, j'eus l'étrange impression que le regard de Catherine persistait, silencieux, sur les murs du manoir. Chaque portrait semblait la rappeler, comme si la maison elle-même n'avait jamais accepté sa disparition. Poirot, quant à lui, notait quelque chose dans son carnet. Un signe, un mot, peut-être une intuition. Dans les rapports, Poirot tomba sur une déclaration que l'enquête officielle avait jugée non pertinente. Elle provenait du jardinier de l'époque, un certain Alfred Cowley. L'homme affirmait avoir vu, cette nuit-là, 2 silhouettes fuyant le pavillon en flammes. L'une semblait chancelante, l'autre la soutenait. L'inspecteur en charge avait conclu à une illusion. Le témoin était ivre, sa perception altérée. Poirot fronça les sourcils. Hastings, quand une enquête écarte un témoignage parce qu'il complique la conclusion, c'est qu'il est précieux. Il traça au crayon un cercle autour de la phrase « 2 silhouettes ». Si Catherine est morte seule, qui était l'autre? Et si elle n'est pas morte seule, qui l'a aidée à disparaître? Je demeurai sans voix. Cette hypothèse renversait tout ce que nous pensions savoir. « Mon ami », ajouta Poirot, « dans les histoires d'incendie, la fumée n'est pas la seule chose qui trouble la vue. La culpabilité aussi. » Il referma lentement le dossier, songeur, tandis que le vent dehors faisait battre les vitres comme des doigts impatients. Sur la suggestion de Poirot, nous rendîmes visite à Madame Wetherby, la voisine au châle violet, réputée pour ses conversations avec l'au-delà. Nous la trouvâmes dans son salon encombré d'objets curieux, pendules arrêtées, portraits inversés, encensoirs encore fumants. « Vous venez pour Catherine, n'est-ce pas ?» dit-elle, avant même que Poirot ne parle. Elle affirma se souvenir distinctement de cette nuit tragique. Il faisait un vent terrible, se souvint-elle, et pourtant j'ai senti 2 présences, l'une terrifiée, l'autre décidée. Pas de colère, non, de la panique. Poirot, d'un ton calme. « Vous parlez souvent aux morts, madame. Mais ce soir-là, c'était en des vivants que vous sentiez. » Elle eut un léger sourire. « Peut-être, monsieur Poirot, mais je vous dirai ceci. La flamme qui brûlait ce soir-là n'était pas celle du feu, mais celle du remords. Nous la quittâmes, troublés. » Ces mots résonnaient, comme une prophétie. Et dans le regard de Poirot, je crus lire la conviction que la vieille femme avait, sans le savoir, approché la vérité. De retour à Seaford Hall, Poirot s'installa près du feu, les coudes appuyés sur les genoux. « Mon cher Hastings, » dit-il lentement, « il est de plus en plus probable que la mort de Catherine n'a jamais eu lieu. Je demeurais stupéfait. Vous croyez qu'elle est vivante? Pas nécessairement. Mais son décès fut arrangé, mis en scène. Ce pavillon brûlé, cette absence de corps formellement identifié, ces 2 silhouettes, tout indique une fuite déguisée en tragédie. » Il se leva, fit quelques pas. Et si quelqu'un, ici, redoutait que la vérité ressurgisse, il aurait tout intérêt à faire taire sœur Adriane avant qu'il ne parle. Ces paroles m'ébranlèrent. Mais pourquoi maintenant? Parce que Hastings, le passé est comme la braise sous la cendre. Il suffit d'un souffle, d'une maladresse, pour qu'il se rallume. Poirot resta pensif, observant la flamme de la cheminée. Elle vacilla légèrement, comme en écho à ses mots. Quand il referma le dossier, la lumière du jour avait décliné. Poirot resta un long moment immobile, contemplant la flamme du foyer.
Le feu du passé, murmura-t-il, n'est jamais éteint, il sommeille. Il attend qu'un souffle de vérité vienne le raviver. Je compris alors que, pour lui, cette affaire n'était plus un simple crime, mais la résurgence d'un drame ancien, soigneusement dissimulé. La pluie s'était remise à tomber. Et, quelque part dans la chapelle, la bougie brûlait encore, obstinée, silencieuse, comme le souvenir d'une faute qu'on n'avait jamais expiée. Les heures qui suivirent la mort de sœur Adriane virent s'étendre sur le manoir un murmure sourd, semblable au bruissement d'un vent inquiet. Les domestiques, d'ordinaire si discrets, parlaient à voix basse dans les couloirs. Un nom revenait sans cesse, porté de bouche en bouche comme une certitude qui se cherche, celui de M. Andrew Lysander. On l'a vu, jurait la femme de chambre, rôdant près de la cave à vin avant le dîner. Et dire qu'il avait l'air si calme, ajoutait un autre. Trop calme, si vous voulez mon avis. Poirot, impassible, écoutait sans intervenir. Moi je brûlais d'indignation. Tout cela me paraissait injuste, indécent même, tant que la vérité n'était pas établie. Mon cher Hastings, me dit-il enfin, le peuple du service n'est jamais plus bavard que lorsque la peur s'invite à table. Une rumeur, voyez-vous, est comme une tache d'encre. Elle s'étend, mais ne dit rien de la main qui l'a renversée. Pourtant, au fond de moi, je sentais déjà que ce vent de soupçon trouverait bientôt un visage sur lequel se poser. Dans l'après-midi, Poirot demanda à consulter le notaire de la famille. L'homme, un petit clerc sec et minutieux, confirma ce que les rumeurs insinuaient. Oui, monsieur Poirot, sire Adriane avait fait rédiger un nouveau testament. La demeure devait revenir à sa fille, mademoiselle Éléanore. Quant à monsieur Lysander, il n'y figurait que pour une somme modeste. Poirot le remercia avec politesse, mais je vis dans son regard une étincelle de réflexion. Ainsi donc, dit-il une fois seul, notre jeune héritier se trouve soudain dépouillé de ce qu'il croyait sien. Voilà un motif que la morale réprouve, mais que la logique criminelle, elle, adore. Vous pensez qu'il aurait pu agir par colère? Peut-être, mais la colère, Hastings, agit dans le tumulte. Le meurtre, lui, demande un silence intérieur. Je demeurais songeur. Andrew Lysander n'avait jamais caché son goût pour l'argent ni son ambition. Pourtant, je peinais à l'imaginer versant du poison dans le verre de son oncle. Poirot, lui, souriait déjà. Attendons, mon ami. La vérité, comme le bon vin, demande parfois à respirer avant de livrer son arôme. Andrew entra dans le salon avec l'assurance d'un homme habitué à plaire. Il salua Poirot d'un ton presque insolent. « J'imagine que vous voulez m'interroger, monsieur le détective ?»« Allez-y, je n'ai rien à cacher. » Poirot lui adressa un sourire courtois. C'est toujours ce que disent ceux qui ont beaucoup à perdre. Lysander se crispa, puis se força à rire. « Vous croyez vraiment que j'aurais empoisonné mon propre oncle? Allons donc. »« Je ne crois rien, monsieur, je constate, » répondit Poirot calmement. « Vous étiez près de la cave à vin avant le dîner? »« Oui, je cherchais une bouteille pour le repas. »« Je n'ai rien fait de mal. » Il soutint le regard du détective avec une arrogance un peu trop étudiée. Mais derrière cette assurance, je crus percevoir la trace d'un malaise. Quand il quitta la pièce, Poirot demeura songeur. Il ment, Hastings, mais pas sur le meurtre. Il ment sur autre chose, quelque chose qu'il craint plus encore que la vérité. Je n'osais le questionner davantage. Son ton m'en dissuada. En regagnant sa chambre, Poirot se mit à marcher de long en large, les mains croisées derrière le dos. « Tout est trop clair, mon ami, beaucoup trop clair. »« Trop clair, » répétai-je. Mais enfin, Andrew avait un mobile, une occasion, et il se trouvait près du lieu où l'on suppose le poison. Que vous faut-il de plus,
Il leva un doigt, triomphant. Justement, quand tout est aligné, quand la logique semble parfaite, c'est qu'on cherche à nous aveugler. Un meurtre vrai n'est jamais aussi bien ordonné qu'une démonstration de géométrie. Je tentai de protester, mais il m'interrompit doucement. L'évidence, Hastings, est le plus dangereux des mensonges. Il s'assit enfin, pensif. Nous allons examiner les verres du dîner, un par un. Ce détail banal, un simple verre, pourrait bien dissiper le brouillard. Et si, dans ce verre, nous trouvons quelque chose d'inattendu, alors la vérité, elle, apparaîtra. Il sourit malicieusement. La vérité, Hastings, aime se cacher dans un reflet de cristal. L'après-midi touchait à sa fin lorsque Poirot me demanda d'apporter la vaisselle utilisée lors du dîner fatal. Je le vis examiner les verres à la loupe, les doigts gantés, le regard brillant d'une patience presque religieuse. Soudain, il s'immobilisa. « Ah !» murmura-t-il, « voilà qui est intéressant. » Il approcha un verre sous la lumière. « Regardez, mon ami. Un résidu huileux, à peine perceptible, une trace de parfum, de lavande. » Je fronçai les sourcils. « Et alors? Beaucoup de femmes n'en portent? Oui, mais cet arôme provient d'un liquide, pas d'un contact humain. C'est un ajout délibéré. » Il se redressa lentement, les yeux étincelants. « Or, monsieur Lysander, souvenez-vous, souffre d'une allergie grave à la lavande. Un seul effluve le fait suffoquer. Il n'aurait pu approcher ce verre sans en être incommodé. » Je compris soudain. « Vous voulez dire qu'il n'a pas versé le poison? » Précisément, ce verre n'a jamais été touché par lui. Quelqu'un a voulu qu'il emporte la culpabilité. Un stratagème habile, trop habile, pour n'être qu'un hasard. Le soir même, Poirot rassembla la maisonnée, dans le grand salon. Tous attendaient sa sentence, certains anxieux, d'autres résignés. « Mes amis, » déclara-t-il d'un ton calme, « M. Andrew Lysander n'est pas le meurtrier de Sir Adrian Harcourt. » Un murmure d'incrédulité parcourut l'assemblée. Andrew resta figé, incapable de parler. Poirot poursuivit, impassible. Le vrai coupable, lui, a su compter sur notre hâte à juger, notre besoin d'évidence. Mais la vérité, mes chers amis, ne se montre jamais à ceux qui la désirent trop vite. Il s'inclina légèrement. Le piège, Hastings, vient de se refermer. Mais pas sur celui qu'on croit. Je trouvai Éléanore dans le petit salon, attenant à la chapelle. Le jour déclinait, et la pluie fine frappait aux vitres comme un doigt obstiné. Elle était assise près du feu, les mains jointes, le regard perdu dans les flammes. Lorsqu'elle m'aperçut, elle sursauta. « Capitaine Hastings, je vous en prie, partez. Je ne supporte plus cette maison. Elle est hantée par le souffle du passé. » Sa voix tremblait. Je voulus la rassurer, mais elle secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. Il y a des choses qu'on ne peut effacer, des fautes qui respirent encore, même après 10 ans. » Poirot entra à ce moment, calme, précis, les mains croisées. « Mademoiselle, » dit-il doucement, « les maisons ne sont hantées que parce que nous refusons d'y laisser mourir. » Elle eut un rire nerveux, presque un sanglot. « Alors je suis le fantôme, monsieur Poirot, le seul qui ne puisse s'en aller. » Ces mots résonnèrent dans la pièce, comme un aveu voilé. Poirot la contempla longuement, et je vis dans son regard une compassion grave, presque paternelle. Il savait qu'un cœur brisé parle rarement en ligne droite. Sous la voix tranquille de Poirot, Éléanore finit par céder. Elle parla d'abord à demi-mot, puis les phrases s'échappèrent d'elle, comme un flot longtemps contenu. « Chaque soir, dit-elle, je rallume la bougie de la chapelle. Vous savez pourquoi? Pour empêcher Catherine de revenir. » Je la regardai, stupéfait. Poirot resta silencieux.
Quand la flamme brûle, elle reste, là où elle est. Si je l'éteins, elle revient. Vous comprenez? Elle revient, avec le feu et la fumée. Ses doigts tremblaient. J'ai commis une faute, monsieur Poirot. Une faute que je porte depuis cette nuit-là. J'ai voulu éteindre le feu, mais je n'ai pas pu. Et Catherine a crié. Poirot l'interrompit doucement. Vous n'avez pas tué, mademoiselle. Vous avez survécu. Et parfois, c'est un châtiment plus lourd. Elle fondit en larmes. Alors pourquoi cette maison respire encore la cendre? Pourquoi mon père est-il mort quand je croyais enfin expier? Poirot s'inclina légèrement. Parce que la vérité, mademoiselle, n'a pas encore parlé. Et elle, voyez-vous, ne meurt jamais. Le lendemain matin, Éléanore refusa de quitter sa chambre. Elle priait à genoux, les mains crispées sur un chapelet. Sa voix, basse et tremblée, montait parfois en supplication, indistincte. « C'est une punition, disait-elle. Le Seigneur a frappé mon père à cause de moi. J'ai voulu garder le silence, et le silence est devenu ma faute. » Poirot l'écoutait sans ironie. « Vous pensez que Dieu punit, mademoiselle? Moi, je crois qu'il laisse simplement les hommes s'en charger. » Elle leva vers lui un visage bouleversé. « Vous ne savez pas ce que c'est que d'attendre la foudre. » Poirot lui répondit avec une douceur ferme. « La foudre ne tombe que sur les consciences qui refusent de s'éclairer. Et la vôtre, mademoiselle, brûle déjà depuis 10 ans. » Lorsque nous quittâmes Éléanore, Poirot demeura silencieux un long moment. Puis tout à coup, il se tourna vers moi. « Hastings, voyez-vous, la conscience humaine est un juge plus sévère que Dieu lui-même. » Je ne répondis pas, troublé. Il poursuivit, plus bas. « Cette jeune femme s'est fait son propre tribunal. Elle croit expier, mais elle ne fait que retarder la vérité. Et la vérité, mon ami, ne se laisse jamais enfermer. » Je songeais à son visage défait, à ses mains tremblantes autour de la bougie. « Vous pensez qu'elle sait qui a tué sœur Adriane ?» Poirot hocha la tête. « Peut-être pas consciemment, mais elle sent la proximité du coupable, le remords. Hastings crée une atmosphère. Il empoisonne l'air, tout comme l'aconitine empoisonne le sang. » Je restais frappé par la justesse de sa comparaison. « Alors, dis-je, nous approchons de la vérité. » Il sourit faiblement. « Oui, et comme toujours, la vérité est plus intime, plus douloureuse qu'un simple crime. » Avant de quitter le manoir, Poirot me demanda de l'accompagner jusqu'au cabinet du docteur Reeve. La pièce sentait l'éther et la poussière. Les fioles étaient rangées avec une rigueur maniaque. Poirot examina les étagères avec l'attention d'un horloger. Puis, soudain, il écarta quelques flacons et poussa un léger soupir. « Regardez ici, Hastings. » Derrière une rangée de toniques et d'élixirs bénins se trouvait une petite bouteille sans étiquette. Elle était vide, mais sur le verre subsistait une inscription presque effacée. « Aconitine. » Je frémis. « Du poison? L'un des plus discrets, mon ami. Douleur brève, aspect naturel de la mort. Et une odeur de lavande pour en masquer la trace. Très ingénieux. » Il remit la fiole à sa place et referma le placard. Le docteur Reeve a le goût de l'ordre, mais aussi celui du secret. Puis après un silence. Et Éléanore, du remords. Le lien entre les deux ne fait plus de doute. Mais qui, des deux, a manipulé le poison? Voilà ce que nous devons découvrir. En quittant le cabinet, Poirot demeura pensif. « Hastings, murmura-t-il, la mort de sœur Adriane n'est pas seulement un crime, c'est l'écho d'un serment violé, d'une faute ancienne que l'on croyait enfouie. » Il s'arrêta devant la chapelle, où brûlait toujours la bougie. « Le remords, mon ami, tue plus sûrement que le poison. Ce matin-là, Poirot,
le regard vif et l'esprit déjà en éveil, demanda à consulter le certificat de décès de Sir Adrian Harcourt. Le document, signé de la main du docteur Reeve, portait une mention laconique. Infarctus du myocarde, décès naturel. « Voyez, Hastings, dit-il en plissant les yeux, notre médecin a la main légère lorsqu'il s'agit de conclure à la mort naturelle. Pas d'autopsie, pas de délai. C'est ce que j'appelle, comment dire, un empressement moral. Il a sans doute voulu épargner la famille, hasardai-je. Oui, mais épargner ou dissimuler, mon ami? La frontière est mince. Poirot fit claquer la feuille entre ses doigts. La pudeur, voyez-vous, est souvent le masque de la peur. Quand un homme refuse qu'on examine un corps, c'est qu'il craint ce qu'on y trouverait. Je sentis, comme lui, que cette signature rapide n'était pas un geste de compassion, mais de précaution. Le docteur Reeve, sous ses dehors respectables, venait d'entrer dans la lumière crue des soupçons de Poirot. Et, comme toujours, cette lumière-là ne pardonne rien. Dans les couloirs de Seaford Hall, Clara Finch glissait comme une ombre. Elle prétextait des migraines, des courses à la ville, des lettres urgentes. Mais il était clair qu'elle évitait Poirot avec un soin maladif. Je la croisai un matin près de l'escalier. Elle sursauta à ma vue, la main serrée sur un mouchoir trempé de larmes. « Vous allez bien, mademoiselle Finch ?»« Oui, oui, capitaine. Je préfère rester seule. » Elle s'éloigna précipitamment, son pas précipité trahissant davantage la panique que la douleur. Poirot m'observa, songeur. Quand une servante fuit la vérité, Hastings, ce n'est pas la peur du deuil, mais celle du secret. Vous pensez qu'elle sait quelque chose? Non, elle sait trop. Et c'est bien là le danger. Les consciences faibles, mon ami, ne savent jamais garder un secret sans trembler, ni sans parler tôt ou tard. Poirot relut pour la 3e fois le billet anonyme. La bougie sait la vérité. Il l'examina à la loupe, minutieux comme un joaillier devant un diamant imparfait. « L'écriture est féminine, déclara-t-il. Voyez ces lettres arrondies, mais le trait tremble légèrement, surtout ici, sur le mot « vérité ». C'est une main qui s'efforce de se maîtriser, une main coupable, Hastings. Vous croyez qu'il s'agit d'Éléanore? Non, non. Éléanore écrit plus droitement, avec moins d'élégance. Cette plume-là appartient à quelqu'un d'intelligent, cultivé et désespéré. Il posa la feuille, les doigts joints. Ce billet n'est pas une menace, c'est un cri de conscience. Une femme a voulu dire la vérité, sans oser la prononcer. Et pour se soulager, elle l'a confié à la bougie. Je frémis. Même le papier semblait peser d'un remords vivant. Poirot, toujours animé de son calme méthodique, fit apporter la fameuse bougie de la chapelle. Elle était courte, épaisse, et exhalait un parfum discret de lavande. « Intéressant, » murmura-t-il. « La cire d'église pure ne possède pas cette odeur. Celle-ci a été mélangée volontairement. » Avec précaution, il en grattait un fragment, le fit chauffer dans une coupelle d'argent et huma la vapeur avec attention. De la cire liturgique, oui, mais mêlée à une essence de lavande et à une touche d'huile de lin. Une composition inusitée, Hastings, à moins de vouloir créer une flamme persistante. Persistante. Oui, une bougie qui se rallume plus facilement, ou qui résiste au vent, comme celle qu'Éléanore dit avoir vue renaître d'elle-même. Je demeurai interdit. Vous pensez donc qu'il s'agit d'un artifice? Naturellement. L'ingéniosité remplace souvent le surnaturel. Mais notez surtout ceci. La lavande, encore elle. La même odeur que celle du verre empoisonné. Il s'interrompit un instant, le regard fixe. Il ne s'agit pas d'un hasard. On a voulu relier 2 crimes, Hastings, l'ancien et le nouveau, par un même parfum. Une signature invisible, mais obstinée.
Poirot demeura un long moment silencieux devant la bougie consumée. Puis il dit d'une voix grave, « Cette flamme, Hastings, n'est pas un hommage à la morte, c'est une confession. Je restais interdit. Vous voulez dire qu'elle a été allumée par le coupable lui-même? Précisément. La bougie brûle pour 2 fautes, celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Elle éclaire le souvenir et accuse la main qui l'a rallumée. Ses yeux étincelèrent. La bougie, c'est la vérité, disait le billet. Mais ce n'est pas la bougie qui parle, c'est celui ou celle qui, chaque soir, ne peut s'empêcher de la rallumer. Il posa la main sur mon bras. Nous ne cherchons plus un meurtrier, Hastings. Nous traquons une conscience qui se consume lentement, à la flamme de son propre remords. Ce soir-là, le manoir tout entier semblait suspendu dans un silence d'attente. Les convives furent conviés par Poirot à se réunir dans le grand salon, où la flamme des chandeliers tremblait sur les portraits anciens. La pluie avait cessé, mais l'air demeurait chargé d'électricité, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Poirot, debout près du feu, observait chacun de ses auditeurs. Son visage, impassible, portait cette gravité tranquille qui annonçait la fin du mystère. « Mes amis, dit-il enfin, l'heure est venue. Une flamme ne brûle pas 10 ans sans raison. Ce soir, elle s'éteindra, mais non sans nous révéler ce qu'elle éclaire depuis trop longtemps. » Éléanore, pâle, s'était assise près du docteur Reeve, les mains croisées sur ses genoux. Andrew Lysander, nerveux, fixait le sol. Madame Weatherby avait les yeux brillants d'une curiosité presque malsaine. Poirot laissa passer un instant, puis sa voix s'éleva, calme et ferme. Ce n'est pas seulement le meurtre de Sir Adrian que nous allons comprendre. C'est la vérité d'un incendie, d'une mort qui n'en fut pas une, et d'un mensonge si bien gardé qu'il en est devenu sacré. 10 ans plus tôt, reprit Poirot, un incendie ravagea le pavillon d'été. On crut Catherine Harcourt morte dans les flammes. Mais ce n'était pas elle. Un murmure parcourut la salle. Éléanore se figea. Ce fut Clara Finch, dit-il lentement, qui périt cette nuit-là. Une femme dévouée, silencieuse et fidèle jusqu'à l'oubli d'elle-même. Catherine, elle, s'était enfuie avant que le feu ne prenne. Éléanore porta une main tremblante à sa bouche. « Non, vous ne pouvez pas. » Poirot continua, implacable. Sir Adrian avait découvert la vérité. Il savait que le corps retrouvé n'était pas celui de sa fille cadette. Les bijoux, la bague, tout cela fut disposé après coup. Le feu, Hastings, n'a pas détruit la chair du crime. Il a effacé les preuves du mensonge. Il tourna lentement la tête vers le docteur Reeve. Et ce mensonge, docteur, vous l'avez signé de votre main. Reeve, blême, ne protesta pas. Éléanore, à ses côtés, ferma les yeux, comme si le passé venait de rouvrir sa porte, après 10 ans d'obscurité. Poirot avança de 2 pas. Le docteur Reeve, homme de science et de devoir, commit alors une trahison qu'il appela sacrifice. Catherine s'était enfuie, Éléanore pleurait sa sœur, et Sir Adrian exigeait la vérité. Mais vous, docteur, vous avez maquillé la scène de l'incendie. Vous avez falsifié les rapports, arrangé les témoins, et fait croire à une mort qui n'en était pas une. Reeve se leva brusquement. « J'ai voulu protéger Éléanore, » cria-t-il. « Vous ne pouvez pas comprendre. » Poirot ne bougea pas. Au contraire, l'amour, quand il se croit pur, est capable de tous les crimes. Reeve tremblait. J'ai cru qu'elle ne supporterait pas la honte. Catherine. Elle avait fui avec un homme marié. J'ai pensé qu'il valait mieux pour tous qu'elle soit morte. Poirot hocha doucement la tête. Et 10 ans plus tard, quand Sir Adrian découvrit que Catherine vivait encore, le poids de votre mensonge devint insupportable.
Mais au lieu d'expier, vous avez ajouté le poison au feu. Rive chancela, et son regard chercha Éléanore, comme pour y trouver le pardon qu'il n'osait demander. Éléanore se leva, les yeux baignés de larmes. C'est vrai, tout est vrai. Sa voix, brisée, résonna dans la pièce comme un souffle de remords. J'ai su, depuis le début. J'ai su que Catherine n'était pas morte. Elle m'a écrit, une seule fois. Elle disait qu'elle vivait en France, sous un autre nom, qu'elle ne reviendrait jamais. Elle baissa la tête, incapable de soutenir le regard de Poirot. J'ai supplié le docteur de se taire. Père n'aurait pas supporté cette honte. Il croyait tant à la vertu, à la pureté. Je voulais le préserver. Poirot l'écoutait sans la juger. Et cette bougie, mademoiselle, je la rallumais chaque soir, pour que la flamme de ma faute ne s'éteigne jamais. Si elle s'éteignait, je craignais que le mal ne revienne. Non, dit doucement Poirot, ce n'est pas le mal que vous craignez, mais la vérité. Elle hocha la tête en sanglotant. Oui, et c'est elle, finalement, qui m'a brûlé. Poirot reprit la parole, sa voix redevenue calme, presque solennelle. Sœur Adriane avait appris la vérité. Il voulait tout avouer, réhabiliter Clara, retrouver Catherine, laver le nom des Harcourt. Mais le docteur Rive, lui, redoutait le scandale. Il fit un geste vers le flacon vide posé sur la table. L'aconitine, soigneusement dissimulée dans le porto. Une mort propre, sans violence apparente, attribuée à un cœur fatigué. Vous avez agi par amour, docteur, un amour dévoyé. Rive murmura d'une voix rauque. J'ai voulu la sauver, pas tuer. Sauver, répéta Poirot, en tuant son père, en la condamnant à la peur et au silence. Vous avez offert à Éléanore non pas la paix, mais un remords éternel. Il marqua une pause. La bougie brûlait pour Catherine, dites-vous. Mais elle brûlait aussi pour sire Adriane. Chaque soir, elle rappelait votre crime, et vous la laissiez allumer, parce que sans cette flamme, la nuit aurait été trop noire. Rive s'effondra sur un fauteuil, le visage entre les mains. Aucun mot ne vint plus. Poirot s'approcha, lentement, de la cheminée, où la bougie consumée reposait dans son chandelier. La flamme vacillait, encore, légère, obstinée. « Voici, dit-il, la véritable témoin du crime. La bougie parfumée à la lavande, le même parfum que celui du poison. C'était le lien invisible entre les deux morts. Clara, jadis sacrifiée, et sœur Adriane, victime du même silence. Il souffla doucement la flamme. « Justice est faite, murmura-t-il, et la vérité, enfin, peut dormir. » Un silence profond suivit ces mots. La lumière s'éteignit, et pour la première fois depuis 10 ans, Seaford Hall sembla respirer. Après la confession, le manoir s'était tu. Le murmure des domestiques, les pas précipités, les sanglots étouffés, tout s'était lentement dissous dans un silence épais, presque sacré. Poirot me fit signe, et sans un mot, nous quittâmes le grand salon. La pluie, dehors, tombait encore, avec une douceur résignée. Nous traversâmes le couloir principal jusqu'à la petite chapelle attenante, où la fameuse bougie continuait de brûler, fidèle à elle-même. La flamme, fine et droite, vacillait à peine, comme si le vent lui-même respectait cette ultime veille. Je ressentis une étrange émotion, un mélange d'apaisement et de mélancolie. Tout, dans ce lieu, semblait chargé d'une mémoire ancienne. Les vitraux ternis laissèrent filtrer une lumière grise, presque argentée, et l'air embaumait toujours d'une légère senteur de lavande. Poirot s'approcha lentement de l'autel. Il observait la flamme avec cette attention qu'il réservait d'ordinaire aux âmes plutôt qu'aux objets. Puis il me lança un regard calme, empreint d'une gravité douce. « Voyez, mon ami, même après la vérité révélée, il reste toujours une lumière.
Celle du pardon, peut-être. Je ne sus que répondre. Le silence de la chapelle valait toutes les paroles. Poirot demeura immobile un long instant. Ses mains jointes derrière le dos, il contemplait la bougie comme un juge observe la dernière preuve. D'un procès achevé, puis, d'un pas mesuré, il s'avança jusqu'à l'autel. Je le vis incliner la tête, non en prière, mais en signe de respect. Il murmura quelques mots à voix basse, des mots que je ne pus saisir, peut-être en français, peut-être en silence. Puis il leva légèrement la main, et d'un geste d'une lenteur solennelle, souffla la flamme. La lumière vacilla, hésita, puis s'éteignit, laissant derrière elle une fine volute de fumée bleue. Dans la demi-obscurité, j'eus l'impression d'assister à la fin d'une époque. Poirot recula d'un pas, le regard toujours fixé sur la mèche encore rougeoyante. « Voilà, dit-il doucement, le devoir est accompli. La paix peut maintenant régner, même sur les âmes troublées. » Je compris alors que ce geste n'était pas anodin. Il ne s'agissait pas seulement d'éteindre une bougie, mais de libérer tout un passé de sa propre lumière. Et tandis que l'ombre s'étendait sur l'autel, je sentis que quelque chose, en moi aussi, venait d'être apaisé. Nous restâmes un moment dans la chapelle, sans parler. Le silence avait cette densité propre au lieu où tout a été dit. Je regardais la bougie éteinte, la fine fumée qui s'élevait encore, pareille à un dernier soupir. « Vous savez, Poirot, dis-je enfin, il me semble parfois que la vérité fait plus de mal que le mensonge. Peut-être aurait-il mieux valu que certaines choses demeurent ensevelies. » Poirot ne répondit pas tout de suite. Il regardait fixement la trace de cire fondue sur le chandelier. Je poursuivis, presque malgré moi. « Sir Adrian est mort, Éléanore vivra brisée, et le docteur Rive emportera sa faute jusqu'à la fin de ses jours. Peut-être que, pour respirer, les vivants ont besoin que la vérité meure un peu. » Ma voix se perdit dans la pénombre. Une goutte de pluie glissa le long d'un vitrail, et je crus y voir le reflet d'une larme. Poirot se tourna alors vers moi, le visage empreint d'une douceur infinie. Il posa une main légère sur mon épaule, comme pour tempérer ma mélancolie. « Vous êtes un sentimental, mon ami, » murmura-t-il. « Et pourtant, vous touchez au cœur même du mystère humain. La vérité, » reprit Poirot d'un ton méditatif, « ne meurt jamais, Hastings. Elle se tait parfois. Elle s'enfouit sous les cendres, oui, mais elle demeure, patiente. Et un jour, toujours, le vent du destin rallume sa flamme. » Je l'écoutais, ému, songeant à tout ce qu'il avait révélé cette nuit-là. « Vous voyez, » continua-t-il, « la vérité n'est pas une punition, elle est une délivrance. Ceux qui la fuient s'enchaînent à leur propre peur. Ceux qui la regardent en face trouvent enfin la paix. » Il marqua une pause, puis ajouta plus doucement. « Éléanore devra apprendre cela, le docteur aussi. Leurs fautes ne seront jamais effacées, mais elles peuvent être comprises. Et c'est souvent tout ce que Dieu demande à l'homme, comprendre. » Ces paroles résonnaient dans le silence comme une prière. Je fus frappé, une fois encore, par cette sérénité presque surnaturelle qui se dégageait de lui. Poirot, cet homme d'ordre et de raison, parlait ce soir avec la sagesse d'un prêtre. Et je pensais que peut-être résoudre un crime, pour lui, c'était toujours un peu sauver une âme. La flamme était morte depuis longtemps, et pourtant il me semblait que la chapelle brillait encore d'une clarté intérieure. Poirot et moi demeurions là, immobiles, comme si le temps lui-même avait cessé de courir. Le vent s'était calmé dehors, la pluie s'était tue. Dans le silence, on n'entendait plus que le battement discret du cœur de la maison, redevenu paisible. « Tout est fini, » dis-je à voix basse. Poirot inclina la tête. « Non, mon ami, rien n'est jamais tout à fait fini. »
Mais le passé, lui, a trouvé son repos. Il fit demi-tour, et nous quittâmes la chapelle, sans un mot de plus. Dans le couloir, une lumière pâle filtrait à travers les vitres, comme si l'aube se levait enfin sur Seaford Hall. Je me retournai une dernière fois. Là où brûlait la bougie, il ne restait qu'un mince filet de cire durcie, et pourtant, dans l'ombre, j'eus l'impression d'apercevoir une lueur persistante, celle que la vérité laisse toujours derrière elle, même lorsqu'on croit l'avoir éteinte. Je compris alors que, oui, le passé reposait, enfin, mais qu'il veillerait encore, silencieux, sous la cendre. Parfois, la vérité ne triomphe pas par éclat, mais par le simple apaisement qu'elle laisse derrière elle. Et vous, auriez-vous eu le courage de rallumer la flamme? Ou l'auriez-vous laissé mourir sous la cendre du passé? Dites-le-moi, en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous, et partagez-la avec ceux qui aiment les mystères, où le cœur parle autant que la raison. Car au fond, chaque secret n'attend qu'une âme attentive pour oser le faire murmurer de nouveau.